Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu rouillée, ça fait très longtemps que je suis pas repassée par la chaîne. Voilà, j'ai vécu des moments un petit peu compliqués, notamment au niveau du boulot. Je m'en excuse, j'ai continué de lire, un rythme plus léger, on va dire. Mais j'ai continué de lire et ce qui fait que depuis le temps que je vous ai pas tourné de vidéo, ça s'est un peu accumulé. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de livres dont je me rappelle plus beaucoup l'intrigue ni les émotions que ça m'avait procuré. Donc aujourd'hui ça va être un point lecture un petit peu rattrapage, peut-être plus rapide, moins approfondi. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis il y a vraiment de tous les genres, donc je pense que chacun devrait y trouver à son compte. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai pu avec moi puisque je l'ai revendu. Il s'agit de La Mer des Eaux de Ron Marty chez Scrinéo. Je vous mettrai ça ici ou ici. Donc La Mer des Eaux, ça a été une déception. J'avais beaucoup aimé Les Enfants de Peakwood, son précédent et premier ouvrage, toujours chez Scrinéo. Ça avait été même presque un coup de cœur. Ici, La Mer des Eaux, en fait, on va suivre un couple qui a du mal à avoir un enfant. Ça pèse énormément sur le moral, notamment de la femme. Pour l'homme, c'est pas évident non plus, notamment parce qu'il voit sa femme qui est complètement désemparée et qui s'éloigne de plus en plus de lui, mais on sent qu'il le vit quand même un petit peu mieux. Et donc ce couple qui est dans une mauvaise passe va recevoir un appel, ou je ne sais plus exactement, pour leur annoncer qu'une maison leur a été léguée en Louisiane. Ils habitent en Californie, je crois à San Francisco, et donc ils vont se rendre en Louisiane parce qu'ils ont des petits soucis financiers et ils vont partir là-bas notamment parce que la femme qui a été adoptée a l'opportunité peut-être de rencontrer sa vraie mère là-bas. Donc ils vont partir tous les deux en Louisiane et va commencer une espèce d'histoire un peu glauque, un peu dans le chamanisme. Je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais en fait il y a une espèce d'ambiance très pesante dans ce livre. On sait qu'il va se passer des choses. Mon souci c'est qu'il se passe rien pendant plus de la moitié du roman. Et ça s'enchaîne en fait très vite sur le troisième tiers, on va dire. Donc pour moi, ce qui a été dommage dans ce livre, c'est que le rythme était trop lent pour 2/3 du roman et que le dernier tiers était lui beaucoup trop rapide. Donc c'est ce rythme qui m'a un petit peu déstabilisée. En plus de ça, vous rajoutez une espèce d'ambiance pesante avec des personnages, par exemple le personnage du mari que j'ai pas spécialement apprécié, qui a des agissements qui m'ont pas spécialement convenu. À côté de ça, la femme va découvrir sa mère naturelle, on va dire, mais qui est dans un état moteur et psychologique d'état un peu végétatif. Tout ça en a rajouté en fait à l'atmosphère pesante et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est une atmosphère pesante qui durait trop longtemps sans rien, sans action. Et quand l'action se met en place, ça va trop vite et surtout c'est un peu n'importe quoi. Alors, un point positif, c'est qu'on a des flashbacks sur cette région, la Louisiane, Mississippi, plusieurs siècles avant, avec notamment, je vais pas vous spoiler, mais les racines en fait de toute cette histoire un peu vaudou ou chamanisme, ce genre de choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les moments dans le passé qui m'ont pas mal touchée, beaucoup plus que les moments dans le présent. D'ailleurs, je me suis beaucoup plus attachée aux personnages du passé que du présent. Malheureusement, ces moments dans le passé commencent très tard et n'ont pas été suffisamment nombreux pour me satisfaire. Donc voilà pour La Mer des Eaux. Ça a été une petite déception parce que j'avais tellement aimé son précédent ouvrage, Les Enfants de Peakwood, que je m'attendais plus. C'est toujours aussi bien écrit, mais ici j'ai eu un vrai problème de rythme à mon goût. Voilà. Je me rends compte que je parle beaucoup avec les mains. Voilà. Il y a les racines italiennes qui ressortent pourtant elles sont lointaines. Navré pour ça. Voilà. Le prochain ouvrage dont je veux vous parler aujourd'hui, il s'agit de Nymphéa Noire de Michel Bussy aux éditions Pocket. Alors Nymphéa Noire, j'ai beaucoup aimé.
Voilà, c'est un thriller qui m'a énormément été recommandé et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Alors en fait, Nymphéa Noire, on va se retrouver à Giverny, donc cette petite ville où il y a les jardins et la maison de Monet. Et on va retrouver un homme qui a été assassiné. On va suivre un policier, donc un commissaire je crois, je ne sais plus très bien. Donc on va suivre ce policier via son point de vue et toute sa brigade. On va également suivre une vieille dame qui vit à Giverny et également d'autres points de vue, des points de vue d'enfants, des points de vue d'autres personnages plus ou moins secondaires. Je ne veux pas vous en dire plus et je vais arrêter là. En fait, si vous aimez, déjà si vous connaissez Giverny, je pense que ça va forcément vous appeler beaucoup plus. Personnellement, j'ai eu la chance de visiter les jardins de Monet et c'est plusieurs fois avec l'école quand j'étais enfant, mais surtout en tant qu'adulte et au printemps, c'était juste splendide. Quel endroit magnifique. Je souhaite à tout le monde d'avoir la chance un jour de visiter cet endroit. Tout de suite, ça m'a mis dans le roman. N'hésitez pas à aller voir des petites photos avant de lire ce roman, juste des jardins et des alentours, parce que ça met immédiatement dans l'ambiance. J'ai beaucoup aimé la narration. Ici aussi, on a, par l'alternance de points de vue, par des incursions d'autres personnages, par le point de vue des enfants, ça donne un rythme qui est ici soutenu. Pourtant, on dirait pas comme ça, mais il y a quand même 500 pages. Et je me suis pas du tout ennuyée, au contraire, j'avais envie de savoir. Et en fait, j'ai bien aimé dans ce roman qu'il y ait plusieurs points de focus, on va dire. L'enquête prend, on va dire, 3 tournants différents en fonction de 3 motifs du meurtre. Et donc, ils vont enquêter au fur et à mesure des indices, ils vont essayer de les mettre dans ces cases et de trouver des liens entre eux. Ça, j'ai vraiment adoré. Ça m'a... En fait, j'ai eu l'impression d'être dans l'esprit des enquêteurs, à voir comment on essayait de démêler une enquête et de trouver ce qui se passait en rangeant les indices. Voilà. Le processus d'enquête était là assez présent. J'ai beaucoup aimé. Alors, par contre, petit bémol, j'ai trouvé le personnage principal du commissaire ou du lieutenant, enfin du policier, je l'ai trouvé pour ma part, je vais pas dire misogyne, mais je l'ai pas trouvé très raffiné, on va dire. J'ai trouvé que parfois il avait des réflexions qui étaient un peu basses. Voilà, j'irais pas jusqu'à dire que c'était sexiste, non. Mais il y avait des propos qui n'étaient pas très agréables. En tout cas, voilà, le personnage était comme ça, pourquoi pas. Mais j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose que le personnage soit comme ça. C'est le seul bémol, et honnêtement, c'est pas comme d'autres livres où c'est un vrai point bloquant. Ici, pas du tout. Parce que l'enquête est vraiment intéressante. On parle de l'art, on parle des tableaux de Monet, on en apprend sur les tableaux de Monet. On est dans ce village avec une ambiance où tout le monde se connaît, mais on est en vibe touriste la journée, les week-ends. J'ai vraiment bien aimé Nymphéa Noire, vraiment je vous conseille. Donc c'est de Michel Bussy aux éditions Pocket, parce que je l'ai en poche. Un autre livre que j'ai également beaucoup aimé, il s'agit de Ciao Bella de Serena Giuliano. Alors, ce livre, en fait, je connaissais rien. C'est la couverture qui m'a donné envie. Ça me faisait penser à l'été. Ça me faisait aussi un peu penser à la passe miroir par rapport au tome 1, la couverture pour ceux qui connaissent. En fait, dans Ciao Bella, on va suivre Anna, qui a un peu peur de tout, qui a énormément d'angoisse. Depuis toujours, elle est enceinte de son 2e enfant. Et il y a énormément de peur et d'angoisse qui ressortent. Et donc, elle va aller voir une psychologue qui va essayer de l'aider à sortir de ses angoisses et à extérioriser tout ça. J'ai beaucoup aimé. Le style était très frais, c'est très piquant. Il y a énormément d'humour. Et en fait, on suit la vie de de Anna. Je sais pas si c'est très proche de la vie de Serena Giuliano en vrai ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a l'impression de suivre une vraie femme de la vie d'aujourd'hui, avec ses racines italiennes. Donc elle nous parle de sa nonna, elle nous parle de son enfance en Italie et puis son immigration en France, alors qu'elle était enfant, qui n'a pas été facile, elle parlait pas du tout français et puis elle s'est donnée à fond. C'était vraiment poignant et
Et vraiment intéressant de voir que c'est pas évident de s'intégrer, surtout quand on arrive à un âge qui est quand même assez avant. Je pense qu'elle doit avoir 6-7 ans ou peut-être 8 ans. Désolée, j'ai tapé dans le trépied. En plus de ça, en fait, elle va se faire au fur et à mesure une bande de copines. Et en fait, elle va commencer un blog. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'on parle aussi de Serena Giuliano. On va commencer à parler de cette femme qui va créer un blog en fait pour extérioriser sa vie de maman, pour parler de sa vie de maman. Et ça va être suivi par énormément de femmes qui vont se reconnaître en elle. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est très contemporain, c'est frais pour l'été, c'était très bien. J'ai pas été surprise de savoir que Serena Giuliano est en vrai très amie avec Virginie Grimaldi parce que j'ai retrouvé des touches d'humour assez semblables. En tout cas, enfin, je comprends pourquoi elles sont amies parce qu'elles ont cet humour assez parfois noir et très acerbe que j'aime beaucoup. C'était un petit bonbon, Ciao Bella. Honnêtement, là, ça fait plus d'un mois, un mois et demi, et je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle juste d'avoir passé un très bon moment. Et pour l'été, honnêtement, ça sera juste parfait. Et il y a plus de profondeur que ça. Donc pour moi, c'est parfait pour l'été. C'est frais, poignant, on sent le vécu, et ça donne envie d'en découvrir plus, en tout cas sur l'autrice. Donc c'était Ciao Bella, et c'est édité aux éditions du Cherche Midi. On fait un tour chez les mangas. Je voulais vous présenter Astra Lost in Space. Donc c'est le tome 1, je vous ai dit les mangas je vous les présente plus, je vous présente que le tome 1 et après une fois que j'aurai fini les sagas à peu près parce que sinon je trouve assez répétitif. En fait dans Astra Lost in Space, c'est de Kenta Shinohara, c'est chez Nobinobi, on va y arriver, Nobinobi. Astra Lost in Space, en fait on va suivre des adolescents qui doivent partir en voyage scolaire donc à travers l'espace sur une autre planète. Donc on est dans un monde où tout le monde voyage par vaisseaux spatiaux, il n'y a aucun souci pour ça. Ils doivent partir un peu en survival sur une planète seuls pendant une semaine. Les professeurs vont les chercher qu'à la fin de cette semaine. Ils doivent se débrouiller tout seuls pour manger, pour boire, pour faire du feu, tout ce qu'ils veulent. Et en fait, il va s'avérer que l'équipe d'ados va se retrouver perdue dans l'espace. Voilà, je dirais pas plus. J'ai beaucoup aimé. Alors on sent que c'est un peu shoujo quand même, hein. C'est assez ado, on sent il y a des petites amourettes. Le personnage principal féminin est honnêtement pas très fut-fut, hein, pour le début en tout cas. J'attends de l'évolution de la part de son personnage parce qu'on sent que il y a des choses derrière, mais en tout cas au premier abord comme ça, c'est pas... Le personnage n'est pas très très développé. J'espère que ça sera le cas dans le tome 2, je vais me le procurer rapidement. En tout cas, j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir de voir un peu d'espace dans des mangas. J'ai trouvé que le thème était différent, l'histoire était sympa, il y avait un petit peu d'action, on a un peu peur, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça changeait, et pour un petit manga, si vous aimez un peu la science-fiction et on va dire l'ado, et bah ça sera très très bien pour vous. Ensuite j'ai lu Chère Mamie de Virginie Grimaldi, et oui je vous en parlais tout à l'heure. Alors Chère Mamie en fait c'est un livre dont tous les bénéfices ont été reversés à une association, donc c'est pour ça que je l'avais acheté personnellement, et aussi parce que j'aime beaucoup cette autrice. En fait c'est pas un roman, c'est un recueil, je vais vous montrer, c'est un recueil de lettres, de pseudo-lettres qu'elle envoyait à sa mamie via Instagram avec une petite photo. Je vais être honnête, je l'ai lu en 1 heure, ça m'a fait sourire, voilà, ça m'a fait du bien. J'étais dans le métro, j'avais pas forcément la patate, et j'ai lu ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait sourire. C'était agréable. On a suivi Virginie Grimaldi sur 1 an, je crois, 1 an ou 2, à travers les saisons, à travers ses aventures avec ses enfants, avec son mari. J'ai bien aimé, c'était mignon. Après, ça fait 1 mois et demi, je me rappelle de rien. Tout ce que je me rappelle, c'est que ça m'avait donné le sourire sur le coup, donc c'était agréable. Et je ne regrette pas du tout d'avoir permis de reverser un petit peu d'argent à une association. Après, effectivement, c'est pas un livre très mémorable, c'est un recueil. Voilà, faut pas s'attendre à grand chose, mais c'était sympathique. Et encore une fois, pour l'été par exemple, c'est très très bien. Alors ensuite, je voulais vous présenter la dernière réunion des filles de la station-service et de Fanny Flag. Encore un roman qui m'a été offert pour mon anniversaire par mon amie Aurélie qui m'avait déjà offert Belgravia. Et encore une fois, merci parce que ça a été un quasi coup de cœur.
Alors, tu fais un sans faute sur les cadeaux. Merci Aurélie. J'ai beaucoup aimé ce roman. Au début, honnêtement, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Soyons honnêtes. En fait, on suit Suki, c'est ça, qui a la soixantaine, mais qui est, comment dire, emprisonnée entre guillemets par sa mère, qui a une personnalité très extravagante, qui vit vraiment pas très loin et qui pourrit un peu la vie, hein, qui se mêle de tout, qui est tout le temps sur son dos, alors que Suki, elle a quand même 60 ans. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait découvrir quelque chose que je ne souhaite pas vous révéler, même si ça arrive au début. Et en fait, Suki va prendre un tournant dans sa vie, elle va décider des choses, elle va se relever, on va dire. Elle va décider de faire les choses pour elle-même. Elle va beaucoup changer à la soixantaine, comme quoi on peut changer à tout âge. Et elle va vraiment faire un tour à 360 degrés. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors ce qui m'a encore le plus plu, c'est qu'on va suivre justement ces filles qui tenaient une station-service pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les hommes, même avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les hommes étaient partis s'entraîner en fait, donc aux États-Unis, s'entraîner pour une possible guerre. Et puis une fois l'entrée en guerre, il y en a beaucoup qui sont partis sur des camps d'entraînement, puis vraiment partir en Europe pendant la guerre ou du côté du Pacifique. Donc on a ces femmes qui doivent travailler parce qu'il faut bien que le business continue à tourner. Elles s'occupent de la station-service et puis on va suivre en fait comment certaines de ces femmes en fait vont également participer à l'effort de guerre, devenir aviatrices, créer un corps en fait de l'aviation, même si c'était pas officiel dans l'armée, mais pourtant elles étaient quand même là et elles aidaient notamment à transporter les avions d'un point à un autre parce que les hommes étaient eux réquisitionnés. J'ai beaucoup aimé, alors encore plus l'histoire dans le passé, encore une fois. Dès qu'on a plusieurs points de vue dans le passé et le présent, je préfère toujours le point de vue du passé. C'est comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un roman qui est quand même, il est pas court, je crois qu'il fait, il fait 500 pages aussi. Ouais. 500 pages et c'est 500 pages de bonheur, de réflexion, de femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui décident pour elles-mêmes. C'est très frais, ça fait du bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça montre aussi qu'on peut faire des choix, parfois des choix qui vont impacter toute notre vie à tout âge. Et voilà, c'est une lecture qui m'a donné du baume au cœur. Je ne connaissais pas du tout Fanny Flagg de réputation, mais j'avais jamais rien lu. Et du coup, je me suis procuré Baignette de tomates vertes ainsi qu'un autre, je ne sais plus le nom. Donc c'est sûr, je vais continuer avec cette autrice. J'ai aussi un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai vraiment trouvé qu'on avait le Midwest en fait des États-Unis. Alors j'espère que je me trompe pas au niveau de la géographie, mais j'ai trouvé qu'on sentait en fait cette ruralité des États-Unis dans cet ouvrage. Limite, j'avais l'impression d'entendre les accents un peu chantants de certains personnages, que ce soit la mère de Suki ou toutes ces filles qui travaillaient à la station-service. J'imaginais en fait ces accents, j'imaginais ces villages, ces petits villages en fait où il se passe beaucoup de choses et ça m'a donné du mot au cœur. Donc je vous recommande la dernière réunion des filles de la station-service et puis ça met un petit coup de projecteur un peu sur ces femmes qui ont participé à l'effort de guerre, qui ont été très importantes et qui ont été reconnues que très tard comme fondatrices, on va dire, de premier corps de l'armée féminin, puisque ça n'avait pas du tout été reconnu et elles ont eu le droit à absolument rien après la guerre d'ailleurs. Donc très bel ouvrage. On passe à Moins joyeux. J'ai lu Raison obscure d'Amélie Antoine, c'est édité chez XO. Raison obscure, je l'avais vu sur la chaîne de Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin et ça a été une grosse claque. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. En fait, dans Raison obscure d'Amélie Antoine, on va avoir deux parties très distinctes et en même temps très
rapprochés en même temps, puisque on va suivre deux familles bien sous tout rapport. Et la première partie va parler des adultes, les adultes de la première famille et les adultes de la deuxième famille, qui ont quelques points communs, qui se connaissent mais rapidement. C'est pas les grands amis, ils ont quelques petits points communs. Et cette deuxième partie où au contraire on va se focaliser sur les enfants de ces couples. Et là, voilà, en fait il y a un thème central très important qui va ressortir de cet ouvrage que je peux pas vous révéler là, parce que si je vous le révèle c'est du spoil et moi je le savais pas, je m'attendais pas, et c'est ce qui a fait la beauté de l'ouvrage, donc je vous le révélerai pas. Je vous conseille, c'est très dur, voilà, et ce thème pourrait choquer certaines personnes. La fin est choquante, honnêtement, la fin est très choquante. Je m'attendais pas à ça et elle m'a retourné le cœur. Pas par le comment dire, pas par le côté sanguinaire ou ce genre de choses, mais par le côté violent en fait de la scène et de ce qui se passe. Voilà. C'est difficile de parler de ce roman sans vous révéler quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que ce livre, il m'a marqué, il m'a choqué. Je me suis pris une grosse claque. Et vraiment excellente lecture, je vous conseille. Et si vous êtes trop sensible, peut-être évitez, parce que comme je peux pas vous révéler le thème. Mais voilà, ça me fait déglutir. En tout cas, c'est très bien écrit et je pense que je me procurerai d'autres livres d'Amélie Antoine parce que j'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé la narration, cette manière d'avoir les deux parties qui au début était un peu déstabilisante et ensuite qui fait tout son sens lorsqu'on découvre en fait le thème. Et j'ai bien aimé le rythme que j'ai trouvé pas du tout lent, qui même dans les passages où il se passait pas grand chose, en fait on avait envie de tourner les pages et savoir ce qui se passe. Donc Raison obscure, c'était très bon. Âme sensible, s'abstenir, mais c'était très très bon et surtout c'est très actuel, c'est des thèmes très contemporains. Le thème caché, c'est très très contemporain, on en parle de plus en plus, mais je trouve qu'il faut encore plus en parler parce que ça arrive et pas qu'aux autres. Et le dernier livre que je vais vous présenter, vous l'avez même pas vu en book haul encore parce que je suis très très en retard sur mes vidéos. Je pense que celui-là vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai lu Ashes Falling for the Sky de Ning Gorman et Mathieu Guibet aux éditions, c'est Albin Michel. Oui. Alors j'aime pas la romance, le young adult j'aime bien, mais je m'en éloigne de plus en plus, mes goûts évoluent. La romance, j'essaye. Voilà, j'essaye de sortir de ma zone de confort. Honnêtement, je pense que j'étais sortie de 2 ou 3 thrillers. Je pense que j'avais lu Nymphéa Noire, Raison obscure, tout ça à la suite et j'avais envie d'un peu de fraîcheur et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, je l'ai acheté le lendemain, je le lisais déjà, ça s'est lu très vite en 2 jours et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pensais pas dire ça, franchement, je partais avec un énorme a priori quand je l'ai acheté. Je me suis dit pourquoi t'as acheté ça, tu vas pas aimer, tu l'achètes juste pour critiquer, et non, j'ai aimé. Faut savoir que j'avais lu Le Pacte d'Emma de Ning Gorman que j'avais pas vraiment aimé, que j'avais lu, c'était un page turner, c'est vrai, mais j'avais pas aimé. J'avais trouvé le style très simple, j'avais trouvé que c'était bourré de clichés et ça m'avait pas. Enfin, c'était très proche en vrai de 50 Shades of Grey, ce genre de. Et le côté vampire, tout ça, voilà, c'est pas trop mon truc. Celui-ci, ça m'a un peu plus intéressée. Je vais être honnête, ça ressemble beaucoup à After. Pour celles qui ont lu pour celles et ceux qui ont lu After, je trouve que ça ressemble dans pas mal d'aspects. Je pense que c'est fait exprès parce qu'ils ont voulu reprendre les codes de la romance et honnêtement c'est bien fait. Parce que j'ai préféré ça à After. Voilà, j'ai préféré Ashes Falling for the Sky que After. Et After, j'ai lu les 2 premiers tomes. Encore une fois, c'est pas mon genre de prédilection, donc c'est pas ce que je préfère, la romance. Mais bon, c'était sympathique. Mais là, en fait, j'ai bien aimé les personnages principaux.
Je vais revenir à de quoi ça parle maintenant parce que je vous ai toujours pas fait le pitch. En fait, on suit Ash et Sky. On suit Sky en fait qui arrive à l'université, qui est toute récente, qui sort pas mal avec sa colocataire. Et puis on va suivre Ash qui lui, je pense qu'il est en dernière année. C'est le mec un peu torturé avec des tatouages partout, un peu comme sur la couverture, hein, voilà. Et bon, beaucoup vous connaissez la suite. La jeune ingénue avec le mec torturé, voilà. Au ce niveau-là, c'est assez cliché. Et pourtant, j'ai bien aimé. Je me suis très vite attachée aux personnages. Je les ai trouvés assez approfondis. Clichés, certes, mais approfondis, en nuances. Au fur et à mesure, ça apporte de la nuance. Donc le côté cliché s'en va. Et du coup, ça m'a emporté. Voilà, maintenant, j'ai envie d'acheter le tome 2. Soyons honnêtes. J'aurais pas misé 1 euro hein, sur que j'allais aimer. Et j'ai plus qu'aimé. Voilà, je crois que j'ai mis 16 sur 20. J'ai trouvé que c'était bien. C'était parfait pour le moment où je l'ai lu. Et franchement, si vous cherchez une petite romance, si vous avez aimé les after, ce genre de choses, pourquoi pas, allez-y, essayez. Et voilà. Comme moi, on peut avoir des préjugés sur des livres et être surprise. Et là, j'ai été très agréablement surprise. Et également sur la plume. En fait, il y a un chapitre H, un chapitre Sky. Je pense que les chapitres sont écrits à 4 mains à chaque fois et non pas alternés. Je suis pas sûre sur ce point-là. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'écriture, par rapport au Pacte d'Emma, on est sur un niveau au-dessus. Ça reste simple, mais je trouve que c'était plus recherché que le Pacte d'Emma. Donc je pense que aussi il y a de la maturité parce que c'était son premier roman, le Pacte d'Emma. Depuis, elle en a écrit plusieurs. Et Mathieu Guibé, il a un peu plus d'expérience aussi, me semble-t-il. Mais en tout cas, je trouve que les deux ensemble, ça fonctionne bien parce qu'on ne voit pas de différenciation de style. Et même si, ok, il y avait des rebondissements, personnellement, que j'avais dès le début, je me suis dit, j'ai tout de suite compris. D'ailleurs, le prologue, j'ai trouvé que c'était un peu spoiler, mais bon. J'ai bien aimé. Voilà. Un bon rythme, des personnages attachants. De bonnes recettes et des bonnes recettes pour faire passer un bon moment. Voilà, c'était Ashes Falling for the Sky. C'est tout pour cette vidéo rattrapage point lecture. Ça fait longtemps, je suis un peu rouillée. J'espère que ça vous a plu, que la luminosité n'est pas trop mauvaise. Normalement, ça a l'air d'aller, même s'il est 21h. Je vous souhaite de belles lectures. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels ont été vos derniers coups de cœur. En général, j'aime bien aussi voir ce que vous lisez et pourquoi pas découvrir certains romans que vous avez lus. Je vous souhaite un très très bel été et j'espère vous revoir avec d'autres vidéos quand même. Et puis je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Allez, ciao!